Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h19 et je reçois Laurent Saint-Martin, député de La République En Marche, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour. Qui va payer? C'est la question qu'on peut se poser ce matin. Alors, bravo, le plan de relance, on l'a dit, y compris pour les entreprises, 20 milliards d'euros de baisse d'impôts de production, 40 milliards d'euros au total pour les entreprises. C'est très bien. Il fallait sans doute faire ça. Nicolas Dose l'a dit, ça va peut-être pas suffire, mais c'est pas la faute du gouvernement. Ce qui va être déterminant, c'est l'ampleur de la reprise, la consommation, la demande, les investissements des entreprises. Bon, n'empêche que, qui va payer ces dépenses publiques colossales, cette dette? On a atteint 120% du PIB. Ça nous coûte 22 points de PIB, c'est ce que dit votre rapport aujourd'hui, cet épisode du Covid. Qui va payer, Laurent Saint-Martin? Je vais vous répondre, mais d'abord pour bien comprendre pourquoi il y a cet endettement-là, il faut bien saisir effectivement l'enjeu de cette reprise et de cette relance. Vous l'avez dit, nous nous levons tous les matins avec une seule obsession, c'est que les entreprises redémarrent le plus fort possible, qu'elles puissent réinvestir et qu'elles puissent embaucher. Il n'y a que l'emploi, il n'y a que la croissance économique qui permettra à notre pays de redémarrer, à recréer des richesses, à recréer de la prospérité. On est tous d'accord sur le constat. Et de rembourser l'endettement que nous avons contracté. Il faut être très clair aujourd'hui. 22 points de PIB d'endettement ne se remboursent pas en 2 ans. Ce que dit votre rapport spécial qui est publié cet après-midi. C'est un endettement de long terme. Il sera long à rembourser, c'est normal, vous savez, dans des temps de crise, quand vous êtes face à des chocs aussi violents et aussi exogènes que la crise du Covid-19, vous vous endettez très rapidement, de façon totalement massive. Pourquoi? Pour d'abord sauver votre économie. Je rappelle que nous l'avons mise sous cloche, volontairement, c'est inédit, c'est la première fois. Et transférer les salaires des entreprises vers le public avec l'activité partielle, mettre des dizaines de milliards d'euros dans le fonds de solidarité, annuler les cotisations sociales des entreprises pour qu'elles puissent avoir de la trésorerie, garantir les prêts bancaires, tout ça a un coût de la collectivité. Aujourd'hui, ce coût, nous avons décidé de l'assumer par de l'endettement. Et donc ça veut dire que la seule issue pour rembourser cette dette, ça sera la croissance. Vous balayez, notamment cet après-midi dans votre rapport, parce qu'on entend beaucoup l'homme économicus de la rue qui nous demande chaque jour, mais comment on va rembourser? On parle d'annulation de dette, on parle de dette perpétuelle. Toutes ces solutions, vous les balayez d'un revers de main? Il y a plusieurs choses. D'abord, rester concentré effectivement sur la création de notre propre richesse, c'est-à-dire notre excédent primaire. Est-ce que oui ou non, à la fin, la France a les capacités d'être excédentaire dans sa création de richesse? Et donc de rembourser sa dette. D'un point de vue public. Moi, je crois que oui, profondément. Mais ça ne se passera pas sans une relance économique puissante et majeure. Mais ça ne suffira pas, vous avez raison. L'annulation de dette, ça n'existe pas. Une dette, vous savez, ça doit toujours se rembourser. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'une dette souveraine d'un État, c'est pas la même chose que votre endettement immobilier. Et c'est pas la même chose que la petite PME qui doit aller emprunter auprès de la banque. Jusqu'à ce que les investisseurs internationaux qui achètent la dette française, jusqu'à ce qu'ils se posent la question de la crédibilité des États. Et parfois, ça crée des chocs financiers. Et on voit par exemple qu'en Argentine, d'un coup, on n'a plus confiance en la capacité des États à rembourser. Vous avez raison. Ce que je dis dans mon rapport, c'est qu'il faut arrêter de regarder la dette uniquement en termes de ratio. Le taux d'endettement sur le PIB n'a plus de valeur. Ce qui compte, c'est quel est le regard de nos créanciers sur la qualité de notre dette, ce qu'on appelle la signature. La signature française aujourd'hui, elle est excellente. Aujourd'hui, nous pouvons emprunter sur les marchés avec les meilleurs taux mondiaux. Certes, le rôle et la politique monétaire accommodante de la Banque Centrale Européenne jouent pour beaucoup, c'est vrai. Mais en attendant, la France aujourd'hui peut se refinancer. Une dette souveraine n'est pas la même chose qu'une dette de ménage ou d'entreprise, il faut toujours le rappeler. Il y a ce phénomène qui jusqu'à ce que la confiance se rompe. Il y a ce qui s'appelle rouler la dette, c'est-à-dire que vous la refinancez en permanence. Vous savez que l'État, comme on a gardé des déficits publics, à chaque fois qu'une dette vient à échéance, effectivement, on la roule. Moi, j'ai un double objectif, c'est que l'État français continue en permanence à avoir cette qualité de signature. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, le directeur de l'agence France Trésor, monsieur Anthony Requin, il fait comme tout grand chef d'entreprise mondial, il fait des roadshows. Il va expliquer aux investisseurs comment la dette française aujourd'hui est soutenable. Comment est-ce que on peut avoir confiance dans la qualité de notre endettement et prêter à nouveau. Mais attention, ça ne veut pas dire que derrière il faut faire n'importe quoi. Il faut mener des politiques publiques qui sont en cohérence avec justement cette capacité à créer de l'excédent primaire demain. Et donc il faut faire de la réforme structurelle. Vous savez, est-ce qu'on va continuer à faire de la réforme structurelle sur les retraites, par exemple? On a bien compris, on a entendu le président dire on va faire une réforme, mais pas celle d'avant. Donc est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous avez des garanties que sur la réforme des retraites, on va rééquilibrer les régimes et deux, par exemple, allonger la durée de cotisation? Et les deux sont nécessaires, c'est pas une option, les deux sont nécessaires. Il ne faut peut-être pas les mener de front en même temps parce que ce sont des sujets différents. Mais
à la fois l'équilibre financier et à la fois la réforme systémique sont nécessaires. Vous savez ce que nous avons fait sur le marché du travail à notre arrivée en 2017, la réforme fiscale des entreprises que nous avons mise en œuvre depuis 3 ans, la création de richesses, d'investissements, de fiscalité dans notre pays, elle a été saluée. Vous ne renoncez pas pour les 600 jours qui restent à faire des réformes structurelles qui permettent effectivement à terme de pouvoir rembourser notre dette, par exemple. Nous avons depuis 3 ans permis à ce pays d'être plus compétitif et d'être plus fort. Nous avons permis la création de plus de 500 000 emplois nets dans notre pays et notamment dans l'industrie. Ça, c'est regardé aussi par ceux qui nous prêtent. Un investisseur, vous savez, il est rationnel. Pourquoi est-ce qu'il achèterait de la dette française? Il achète de la dette française parce que la France, d'abord, est un grand pays, un pays riche avec des institutions stables, capable de lever l'impôt et de le recouvrer rapidement et avec une capacité, avec cette agence, l'agence France Trésor, qui est capable justement de... mais vous avez vu les réticences qu'il y a dans notre pays, des réticences parfois idéologiques. Vous avez vu les réticences chez les Français à réformer la réforme des retraites. On a le sentiment que là, les réticences sont trop fortes et que vous allez renoncer, faire une réformette, étouffer votre désir de réforme. La majorité des Français savent que le pays doit être réformé pour être modernisé. Vous croyez? Justement, vous êtes sûr de ça aujourd'hui? Oui. Il peut y avoir des débats, et d'ailleurs c'est pour ça que le dialogue social sera la marque de fabrique du gouvernement de Jean Castex. Il faut discuter avec les partenaires sociaux et avec les différents représentants. Mais la nécessité de réforme, elle est reconnue par beaucoup de nos concitoyens. Vous savez, les Français comprennent très bien ce qui se passe aujourd'hui à travers la crise. Quand il y a une baisse de 20 milliards d'euros d'impôts de production, les Français comprennent très bien que c'est un trou dans les caisses de l'État. Mais c'est un trou dans les caisses de l'État pour rendre plus compétitifs nos entreprises et pour les relocaliser. Ça, les Français, ils l'approuvent. D'accord, un trou dans les caisses de l'État et dans les caisses des collectivités locales. Comment vous allez indemniser, si je puis dire, compenser les collectivités locales? À chaque fois qu'il y a eu des décisions de baisse de fiscalité qui ont pu impacter les collectivités locales, l'État a compensé systématiquement sous notre majorité. Il n'y a aucune raison que nous changions de philosophie là-dessus. C'est pas ce que disent les collectivités locales. Elles disent en fait on a été escroqués à chaque fois. Absolument pas. On n'a pas la dynamique des compensations qu'on avait avant avec des impôts. C'est tout à fait faux. Vous regardez depuis 3 ans la baisse. Vous prenez la taxe d'habitation par exemple. La baisse de la taxe d'habitation a été compensée à l'euro près depuis le début et une réforme de la fiscalité locale permettra même une nouvelle dynamique avec le transfert du foncier bâti vers les communes et de la TVA vers les départements. C'est ça la compensation, c'est foncier bâti et TVA. La réforme de la fiscalité locale que nous avons fait pour la taxe d'habitation. Et pour les impôts de prod alors? Il faudra qu'on se mette autour de la table avec les départements, avec les communes, avec les régions, avec l'ensemble des collectivités. Plus de TVA? On a entendu ça de la part du gouvernement. Vous savez, la TVA, elle a une certaine vertu, c'est qu'elle est effectivement dynamique, qu'elle fonctionne bien et que les fractions de TVA fournies aux collectivités, demandez aux conseils régionaux, je crois qu'ils ne se plaignent pas d'avoir comme ressource une fraction de TVA. C'est une dynamique qui les intéresse en général. Et les collectivités locales, elles sont conscientes que ça passera aussi par un effort collectif de devoir relancer notre économie. Allez, encore une question sur la taxe d'habitation et le cafouillage présidentiel. On a bien vu qu'Emmanuel Macron a eu l'air d'improviser un peu sa réponse sur les 20% de taxe d'habitation qui restent à annuler. D'abord, c'est une promesse du chef de l'État. Ensuite, c'est une exigence du Conseil constitutionnel. 20% des Français les plus riches, je rappelle que c'est 2500 € de salaire par mois, de revenus par mois pour ce qu'on considère étant comme les plus riches. Vous renoncez à supprimer ou vous allez étaler dans le temps cette suppression de taxe d'habitation? Le président de la République n'a pas parlé d'annuler la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des ménages restants. D'abord parce que constitutionnellement, vous l'avez dit, c'est une exigence. En revanche, ce qu'il a dit, c'est que peut-être que pour les plus fortunés, il pouvait y avoir un décalage dans le temps. C'est pas ce qu'a dit Bruno Le Maire hier soir sur France 2. Il a eu l'air de rétro-pédaler et de dire que tout était sur la table, y compris une exonération immédiate. Oui, je reprends les termes précis du président de la République. Il n'a pas parlé de 20%, il a parlé des plus fortunés. Vous avez raison. Est-ce qu'à 2500 €, on fait partie des plus fortunés? Manifestement non. D'accord. Donc il est aussi peut-être possible de regarder si à l'intérieur de ces 20%, certains ne peuvent pas patienter un petit peu, si j'ose dire, dans cette exonération définitive. Pourquoi? Parce que les comptes publics, c'est l'affaire de tous et que pour que nos entreprises soient compétitives, pour que 20 milliards d'euros d'impôts de production puissent être abandonnés tout de suite en 2 ans dans les caisses de l'État, alors peut-être qu'il faudra aussi que certains de nos concitoyens, les plus fortunés d'entre eux, fassent preuve d'un peu de patience dans l'exonération des prélèvements obligatoires qui sont prévus. Merci Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir dévoilé en exclusivité ce matin ce que vous allez dire cet après-midi dans votre rapport sur la dette publique de la France. Tout de suite.